À partir de maintenant, on va regarder plus en détail tout le cycle cardiaque. Donc, si on veut un peu faire un espèce de lien avec ce que je vous ai expliqué depuis le début de la capsule, tout le système cardio-nectaire et tout. Donc, vous êtes conscient des éléments électriques, un petit peu comment ça se passe d'un point de vue mécanique au niveau de la cellule musculaire, avec la contraction avec la myosine et tout ça. Mais concrètement, ce que je ne vous ai pas beaucoup expliqué encore, c'est que là, vous avez l'impression, bon, ça se contracte, ça se relâche, puis oui, les signaux électriques, puis tout ça, vous connaissez les étapes, bon, c'est bravo, mais ça ne se fait pas juste comme le bras, là, évidemment, vous le comprenez très bien, c'est évident. Je plie le bras, contraction du biceps, je relâche, ben, donc on est en position contractée ou relax. Même chose pour le triceps, si je fais le mouvement inverse. C'est plus compliqué au niveau cardiaque parce que je dois m'arranger pour que les oreillettes et les ventricules déjà se contractent, mais au bon moment, pas en même temps. On en a déjà un petit peu parlé. Puis après, il faut se relâcher aussi au bon moment. Et tout ça doit être concerté, synchronisé, un petit peu comme un chef d'orchestre qui contrôle tous ses musiciens. Mais là, il faut contrôler. Oui, ces événements-là, du cardio-nectar, c'est correct. Mais là, ce que je vais vous parler, c'est comment on organise ça dans la vraie vie. Donc, évidemment, je ne reviens pas avec tout le détail du cardio-nectar, mais gardez en tête que la stimulation électrique provoque bien sûr des contractions mécaniques au niveau des oreillettes, des ventricules, mais maintenant, comment ça se passe dans la vraie vie? Quand est-ce que je vais contracter les oreillettes ou les ventricules? Puis c'est quoi les facteurs qui font qu'on va pouvoir déplacer le sang des oreillettes vers les ventricules ou vers les artères? Et le cycle cardiaque, c'est extrêmement important pour les étudiants et étudiantes en soins infirmiers. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a une grande part de l'examen qui va porter là-dessus. Là. Donc, vous devez être très, très à l'aise avec tout ce que je vais dire présentement dans cette partie de la capsule. Première des choses, le cycle cardiaque, c'est deux choses. C'est la systole et la diastole. C'est des termes que vous allez voir en soins si ce n'est pas déjà le cas. Donc, ça, si vous ne les connaissez pas, vous n'avez pas le choix. Il faut que ça soit sur le bout des doigts. Systole, ça veut dire contraction, en fait, c'est écrit ici. Puis diastole, c'est relâchement, on est au repos. Donc, si j'ajoute le terme systole auriculaire, auriculaire réfère à oreillette, c'est les deux oreillettes qui se contractent. Et en passant, ce n'est pas juste la droite, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est les deux oreillettes qui se contractent en même temps. Puis les ventricules, on va parler de systole ventriculaire. Donc ça, c'est hyper important. Pour ces termes-là, à l'examen, je vous demande expliquez-moi une systole ventriculaire. Vous devez comprendre que c'est les deux ventricules qui se contractent. Puis si vous voyez le mot diastole ventriculaire, bien là, c'est les ventricules qui se relâchent. Ou une diastole auriculaire, bien, c'est les oreillettes qui se relâchent. Okay? Donc ça, c'est deux termes importants qu'on va beaucoup utiliser. Ici, c'est les principaux concepts qu'il faut maîtriser pour comprendre le cycle cardiaque. Donc, ils ne sont pas écrits vraiment dans le livre, ou ils sont un peu partout. Moi, je les ai résumés ici. Je vais focuser sur ceux qui sont vraiment importants, en fait. Si vous comprenez les deux, trois concepts de base que je vais vous mentionner, bien, il y a beaucoup moins de par cœur. Ça devient simple parce que là, ça va être juste de la logique, en fait, pour dire, ah oui, bien là, le sang s'en va dans telle direction à cause du jeu de pression et tout. Donc, vous n'allez pas à apprendre, OK, la pression est forte, faible. Vous allez juste le raisonner. Ça va devenir beaucoup plus simple. Première des choses, c'est le premier concept qui est clé. C'est un concept qui explique beaucoup de choses en biologie, vous allez voir, que ce soit avec les gaz respiratoires dans les poumons, les lois de diffusion, les pressions sanguines, toujours la même logique. Le plus fort l'emporte sur le plus faible, presque tout le temps, à part quelques exceptions. Donc, au niveau du sang, le sang, si vous avez des pressions égales dans vos artères, vos veines, le sang ne se déplace pas. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, il faut toujours un gradient de pression, ça veut dire gradient, une différence. Et le sang va toujours se déplacer, là c'est un symbole, P plus vers P moins, donc va toujours aller dans le sens du gradient, ça veut dire la pression la plus forte va l'emporter sur la pression la plus faible. Donc, dans ce cas-ci, le sang va se déplacer de l'endroit où il y a le plus de pression vers l'endroit où il y en a le moins. Tout simplement. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, s'il y a deux pressions égales, le sang ne bouge pas. Puis, si l'endroit A, la pression est plus forte que B, bien, le sang se déplace de A vers B. Okay? C'est comme ça qu'on va orienter le déplacement du sang des oreilles vers les ventricules, par exemple. C'est un jeu de pression. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. L'autre chose, quand on fait une systole, c'est-à-dire une contraction, l'espace devient restreint. Et ça va augmenter la pression. Fait qu'exemple, si je fais une oreillette ou un ventricule, mettons, il est en position A, ça c'est l'oreillette droite, et en position B, c'est la même oreillette. En A, c'est une systole, en B, c'est une diastole. Donc, ce qu'il faut comprendre, quand vous êtes en systole, et c'est la même logique, que ce soit pour l'oreillette ou le ventricule, lorsque vous êtes en systole, on contracte. Si on contracte, évidemment, l'oreillette se raccourcit. Il y a moins d'espace. Si on est en diastole, on est relâché, il y a plus d'espace. Donc, la question, quand je suis en systole en A,
Est-ce que la pression est plus forte ou plus faible qu'en B, quand je suis relâché? Bien évidemment, la pression est plus forte en A. Pourquoi? Parce que pour la même quantité de sang, exemple, si on a 10 ml de sang dans l'oreillette, puis j'ai 10 ml de sang en A ou en B, donc dans la même oreillette, exemple l'oreillette droite, bien, si je suis contracté en systole, j'ai moins d'espace pour la même quantité de sang. Si j'ai moins d'espace, bien, ça va pousser plus fort ces parois, donc ça augmente la pression. Par contre, ici, j'ai beaucoup plus d'espace, ça veut dire que je peux me promener un peu partout et la pression, ces parois, va être beaucoup plus faible. Donc, autrement dit, il y a une relation comme ça entre l'espace disponible et la pression. Moins que j'ai d'espace, plus ça va augmenter ma pression sanguine. C'est vrai pour une artère, c'est vrai pour une oreillette ou un ventricule. Donc, dans ce cas-ci, ce que je veux que vous reteniez, à chaque fois que vous voyez le mot contraction ou systole, c'est la situation A, donc ça augmente la pression. Et en fait, il y a des gens peut-être déjà plus rapides qui me voient arriver. Pourquoi vos oreillettes se contractent? On a tout vu comment ça fonctionne avec le système cardio-lecteur, mais en bout de ligne, la question que je vous demande, pourquoi qu'une fois que j'ai ma stimulation électrique est faite, pourquoi que la contraction des oreillettes va permettre le déplacement du sang des oreillettes dans le ventricule, simplement parce que ça monte la pression. Fait que si je fais le cœur comme ça, c'est vraiment le concept de base. Si je contracte les oreillettes, bien, la pression augmente. Et si la pression devient plus forte dans l'oreillette que dans le ventricule, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je reviens à mon premier concept, le plus fort l'emporte. Et là, il y a le déplacement du sang des oreillettes vers les ventricules. Puis quand les ventricules vont se contracter, la pression va être plus forte des ventricules que les artères, le sang va sortir. C'est extrêmement important parce que si, exemple, ce qu'on ne veut pas, c'est des situations médicales graves, puis si j'ai le temps, on parlera de certaines pathologies, mais c'est pas tant ça qui est essentiel que comprendre que si les pressions sont inversées, qu'est-ce qui va se produire? On va aller en mouvement inverse. Donc, dans ce cas-ci, ça serait dangereux parce que là, le sang remonterait vers les oreillettes. Au lieu de sortir, il va retourner dans les oreillettes, ce qu'on ne veut pas. Donc, il faut toujours s'assurer que le jeu de pression soit dans le bon sens. On veut que la pression soit plus forte dans l'oreillette que le ventricule, puis éventuellement plus forte dans le ventricule que l'artère. C'est pour ça qu'une artère à la sortie du cœur qui serait bloquée ou que la pression augmente, bien, si la pression dans l'artère devient plus forte que le ventricule, le sang va reculer au lieu de sortir, puis il retourne dans le cœur, ce qui serait très dangereux. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sang est toujours orienté de la pression la plus forte vers la plus faible. Et comment j'ajuste la pression? C'est en contractant. Au niveau du cœur, c'est simple. On contracte, il y a moins d'espace, ce qui contribue à augmenter la pression. Puis si je relâche, bien, la pression va être diminuée. Si vous êtes capable de retenir les deux concepts, c'est très simple. C'est juste ça que je vous demande de retenir. Puis en résumé, je vais vous donner plus de détails, mais en résumé, c'est très simple. On commence toujours par une systole des oreillettes. On les contracte. Pendant ce temps-là, les ventricules sont relax. Le sang passe au ventricule, donc là, les oreillettes vont se relâcher, diastole, et on va commencer une systole ventriculaire. Donc, on contracte les ventricules. Et une fois qu'ils sont contractés au maximum, le sang va être expulsé à l'extérieur. Puis on recommence. Donc, ça, c'est une façon très simplifiée. On commence par la version simplifiée. Quand vous la maîtrisez, là, on parle de vraie vie ici. Donc, la systole cardiaque, les diapos que je présente sont extrêmement importantes pour l'examen. Vous devez les maîtriser. C'est un résumé du manuel. Un peu moins de détails, mais les détails que je vais mentionner ici sont extrêmement importants là, pour l'examen. Il y a un effort de compréhension puis un effort de par cœur. Donc, l'effort de par cœur, c'est de connaître le nom des étapes en ordre. Okay? Puis ça, c'est assez arbitraire. J'ai repris votre livre, mais différents livres de biologie ont différents nombres d'étapes, différents noms. Ça dépend comment ils décodent ça, mais je vous dirais que dans votre livre, c'est quand même bien fait. Fait que je vais réutiliser votre manuel pour ce cours-ci. Systole auriculaire. Donc déjà là, c'est le nom de l'étape 1. Fait que dans votre tête, déjà, vous comprenez que c'est la contraction des oreillettes. Déjà, ça, c'est la première chose à savoir. Donc, les oreillettes se contractent. Maintenant, on vous dit, une fois pendant la systole auriculaire, que les oreillettes sont complètement contractées, il y a moins d'espace. Donc, s'il y a moins d'espace, comme on a dit tantôt, la pression dans les oreillettes va être plus forte. On augmente. Et ce qui est important de comprendre, il faut que la pression des oreillettes soit plus forte que la pression dans les ventricules. Et chez une personne en santé, c'est ce qui va se produire. Donc, on a une contraction maximale des oreillettes. La pression devient plus forte que les ventricules, ce qui va forcer l'ouverture des deux valves. Donc, dans ce cas-ci, c'est les valves auriculo-ventriculaires droite et gauche, dépendamment si on est dans les oreillettes droite et gauche. Et c'est donc une pression sanguine très forte qui va ouvrir la valve.
Et pendant ce temps-là, les deux autres valves sigmoïdes sont fermées, bien sûr. Donc, on ne va pas expulser le sang à l'extérieur du cœur. Tout ce qu'on fait, c'est de faire passer le sang de l'oreillette dans les ventricules. Et c'est tout. Donc, en fait, les jeux de pression ne sont pas à retenir. Si vous comprenez que systole veut dire contraction, et s'il y a contraction, ben, la pression est plus forte. Donc, ça se déduit. C'est beaucoup plus simple. Les oreilles se contractent, pression plus élevée. La pression est tellement plus forte que dans les ventricules, ça va forcer le passage du sang, non seulement l'ouverture des deux valves auriculo-ventriculaires, mais ça force le passage du sang vers les ventricules. Et tranquillement, pas vite, en se contractant comme ça, on remplit les ventricules de sang. Il y a plusieurs volumes qu'on va vous définir. Je vais les mentionner rapidement. Il y en a un qui est extrêmement important, je vais vous le dire. C'est le volume systolique. Celui-ci moins important, mais je vous le mentionne quand même, le VTD, donc le télédiastolique. C'est en fait la quantité de sang qui va être dans le ventricule à la fin de la diastole. Donc, je n'ai pas parlé encore, mais quand les ventricules vont être complètement relâchés, il va y avoir un certain volume, une certaine quantité de sang. C'est le VTD. Okay? Mais plus ou moins important pour moi, pour la compréhension du cours. Une fois que j'ai contracté les oreillettes, ça va être quoi l'étape suivante? Bien, évidemment, on relâche les oreillettes, mais ici, à l'étape 2, il va se passer deux choses. Donc, ce n'est pas écrit clairement dans le titre, mais il faut être à l'aise avec les deux événements. Donc, en fait, il y a un relâchement ou une diastole des oreillettes, évidemment. C'est écrit entre parenthèses dans le premier encadré. Puis le deuxième événement, c'est une contraction des ventricules. Les deux se font simultanés, c'est-à-dire en même temps. Donc, une systole ventriculaire. La diastole des oreillettes se fait en même temps que la systole ventriculaire. Et là, vous faites attention parce que l'étape 2 et 3, c'est la même chose. C'est la systole ventriculaire, donc on commence à contracter les ventricules. Mais il faut faire attention ici, on parle du début de la systole et à la prochaine diapositive, on parlait de la fin de la systole. C'est comme si on arrêtait le temps et qu'on décortique l'étape de la systole ventriculaire. Donc, il y a comme le début de certains événements, puis à la fin de la systole, où là, le ventricule va être complètement comprimé. Puis, les gens se demandent pourquoi il y a deux événements différents. Ben, en fait, c'est pas grave si vous saisissez pas, vous ne comprenez pas la nuance que je vais faire, mais pour certains, ça va peut-être aider. Ceux qui se souviennent du cardio-nectar du début de la capsule, je vous avais dit que il y avait des fibres dans le cardio-nectar qui vont stimuler le haut des ventricules pour commencer. C'est les faisceaux auriculo-ventriculaires. Puis éventuellement, on va aller vers le bas des ventricules qui sont les myofibres de conduction. Donc, en fait, on va commencer à dépolariser le haut des ventricules. Donc, c'est pour ça qu'on commence la contraction, mais elle n'est pas maximale. Il y a un petit délai entre la stimulation dans le haut des ventricules et le bas des ventricules. Et c'est quand l'information électrique, l'influx électrique aura complètement dépolarisé par les myofibres le bas des ventricules, que là, on aura un ventricule complètement contracté. Techniquement, il y a une mini fraction de seconde qui commence un petit peu à contracter le haut des ventricules, mais c'est insuffisant pour chasser le sang. Il faudra vraiment que le ventricule soit complètement contracté, donc à l'étape 3, pour expulser le sang à l'extérieur des ventricules. C'est une parenthèse. Si vous ne voulez pas la comprendre, cette nuance-là, ce n'est pas grave. Tant que vous êtes capable de distinguer l'étape 2 et 3, c'est le minimum que je vous demande. Donc, l'étape 2, le début de la systole, oui, on relâche les oreillettes. Donc là, ils ne font plus rien, ils sont reposés. Puis en même temps, on contracte les ventricules. Mais comme je viens de le mentionner, c'est un début de contraction. Ce n'est pas encore complètement contracté, ce qui fait que même si on augmente la pression, elle est insuffisante pour expulser le sang. Pourquoi? Bien, tout simplement que la pression dans les artères va être encore plus forte que la pression ventriculaire, donc le sang ne peut pas être expulsé. Et c'est pour ça que ça peut vous surprendre, mais le début de la contraction, le début de la systole ventriculaire fait que les 4 valves sont fermées. Et c'est une étape que le sang ne circule pas. Ça, c'est important en rouge. Vous pensez tout le temps que le sang circule, mais pas à cette étape-là. Le sang reste coincé dans les ventricules. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une phase iso, ça veut dire pareil, isovolumétrique. Donc, les volumes sanguins à l'intérieur du cœur ne bougent pas, c'est stable. Le sang ne se déplace pas. OK? Fait que même si, et ça peut être mélangeant parce que même si j'augmente la pression, je vous disais tantôt, le plus fort l'emporte. Fait que là, tu t'attends que le sang circule, mais non, parce que la pression, c'est juste le début de la systole. La pression augmente un peu, mais pas assez, pas suffisamment. Donc, pas suffisamment pour déplacer le sang. C'est vraiment quand je vais arriver à l'étape 3, la fin de la systole,
Donc là, on pourrait dire que la systole, elle est complète. La contraction, elle est maximale. OK? Donc, maximum de contraction. Bon, les oreillettes, il ne se passe rien, sont toujours relâchées, ne font rien depuis tantôt. Mais là, la contraction des ventricules, l'information électrique, c'est rendu juste par les myofibres de conduction du cardio-nectaire. On est vraiment rendu en bas du ventricule. Et là, le maximum de stimulation est là, électrique. Donc, les ventricules sont complètement contractés. Et là, la pression continue d'augmenter, mais elle est maximum. Là, la pression dans le ventricule, comme le ventricule est complètement contracté, il y a très peu d'espace. Donc, la pression à l'intérieur du ventricule, elle est maximale. Et elle est tellement forte que la pression va dépasser, donc, pardon, j'ai oublié un détail, la pression dans les deux ventricules est tellement forte qu'elle va dépasser la pression dans leurs deux artères respectives. Donc, si je compare le ventricule gauche, la pression va être plus forte que l'aorte. Si je prends le ventricule droit, que je compare avec le tronc pulmonaire, la pression dans le ventricule droit est plus forte. Et comme les pressions sont plus fortes que l'aorte et le tronc pulmonaire, comme la pression est plus forte dans les deux ventricules, ça va permettre la sortie, l'expulsion du sang à l'extérieur des ventricules. C'est pas 100% efficace, évidemment, il y a toujours une quantité de sang qui va rester coincée dans les ventricules, mais la majeure partie devrait être expulsée. Donc, en gros, la pression est tellement forte que ça va forcer l'ouverture des deux valves sigmoïdes, l'aortique et la pulmonaire. Pendant ce temps-là, les deux valves auriculo-ventriculaires sont fermées. Et ce que ça fait, en ouvrant les deux valves sigmoïdes, on permet l'éjection du sang à l'extérieur des ventricules pour regagner leurs deux artères respectives, côté gauche c'est l'aorte, côté droit tronc pulmonaire. Volume très important à savoir par cœur. Lui, on en parle beaucoup dans les prochaines capsules, il reste du cours. Volume systolique, c'est la quantité de sang qui est éjectée à l'extérieur des ventricules. Donc, le volume qui sort des ventricules et qui s'en va dans leurs artères respectives, c'est le volume systolique. En d'autres mots, c'est le sang qui sort des ventricules. Et si je vous dis 30 ml de sang qui est expulsé, donc le volume systolique, c'est 30 ml de sang qui est sorti à l'extérieur des ventricules. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Maintenant, les ventricules sont contractés. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont se relâcher, donc on va tomber en diastole. Et encore une fois, les deux dernières étapes, 4 et 5, on va décortiquer dans le temps ce qui se passe au début versus ce qui se passe à la fin. Donc, le début de la diastole, le début du repos, c'est le deuxième événement où il n'y a pas de déplacement de sang. Donc, c'est la deuxième fois que je vais vous dire ça, il faut faire attention. Le début de la diastole, les oreillettes sont toujours relâchées, ils n'ont rien de changé, mais là, les ventricules vont commencer à se relâcher. Donc, une repolarisation électrique qui, on l'avait déjà vu avec le cardio-nectaire, qui va commencer à se faire dans le haut des ventricules. Et cette repolarisation, qui est en fait une sortie d'ion de potassium, va se poursuivre vers les myocytes situés dans le bas des ventricules. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit délai entre les deux. Le début de la diastole fait que la pression dans les artères est plus forte que dans les ventricules. Pourquoi? Parce que en se relâchant, on a déjà étudié ça tantôt, quand on se relâche, on diminue la pression. Donc, en fait, ici, ce qu'on pourrait rajouter, qui est important de comprendre, on diminue la pression dans les ventricules. C'est simplement l'effet d'avoir plus d'espace à l'intérieur des ventricules. Donc, quand les deux ventricules se relâchent, il y a plus de place pour le sang dans le ventricule, on relâche la pression. Et en relâchant la pression, ça fait en sorte que la pression dans les deux artères, l'aorte ou le tronc pulmonaire, va être plus élevée. Donc, ça a tendance à faire une espèce de reflux sanguin. Ça veut dire que le sang va avoir tendance à retourner vers le cœur, retourne sur ses pas. Et c'est ce qui va provoquer la fermeture des valves. Le reflux sanguin, donc, exemple, je suis du côté gauche et je suis au niveau de l'aorte. Quand la pression est plus forte dans l'aorte que le ventricule qui s'est relâché en diastole, le sang veut retourner vers le ventricule, mais en retournant, il va se fermer la porte au nez, il referme la valve sigmoïde aortique, et évidemment, le sang ne peut pas retourner dans le ventricule, il est fermé. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est la situation où les 4 valves sont fermées, les 2 auriculo-ventriculaires, évidemment, qui sont toujours fermés depuis les dernières étapes, mais aussi les 2 sigmoïdes qui viennent de se fermer. Donc, le début du relâchement ventriculaire, de la diastole ventriculaire, fait en sorte qu'on diminue la pression, ce qui conduit à la fermeture des valves sigmoïdes. Et là, les 4 valves sont fermées. La pression est trop ferme pour permettre un déplacement sanguin. Donc, pour la deuxième fois, c'est une phase isovolumétrique, le sang ne bouge pas.
Le sang reste coincé à leur endroit respectif. Il y a un autre volume moins important, j'ai beaucoup insisté sur le volume systolique, mais il y a aussi le VTS ou télésystolique. C'est la quantité de sang qui reste après quand la systole ventriculaire est faite. Donc, quand la contraction ventriculaire est faite, il y a toujours un petit peu de sang qui reste. Donc, je vous disais tantôt, le volume systolique, c'est la quantité de sang qui sort, mais le restant dans le fond du ventricule, c'est le VTS. Donc, exemple, je dis des chiffres qu'on peut rapport, mais pour comprendre, si j'ai 100 ml dans le ventricule et pendant l'étape 3 de tantôt, j'expulse 70 ml, ça c'est le volume systolique, c'est ce qui est sorti, mais le 30 qui reste, ce serait le VTS. Bon, vous comprenez qu'il y a un restant de sang dans le ventricule, bon, ça va, c'est le volume systolique qui est le plus important. Et ce qui est encore plus important, c'est de comprendre les événements dans les équadrés que je viens d'expliquer. Donc en gros, début de la diastole, le sang ne fonctionne pas, le sang ne circule pas, les 4 valves sont fermées, la pression commence à diminuer, mais elle n'est pas à son taux le plus faible. Finalement, dernière étape, c'est la fin de la diastole ventriculaire. Donc, les oreillettes et les ventricules sont toujours relâchés. Le relâchement des deux ventricules est maximal. Donc là, on est complètement repolarisé. Et là, la pression, ce qui va arriver, c'est que la pression des ventricules est tellement faible qu'on considère que la pression dans les oreillettes va être plus élevée. Et là, il faut faire, je vais expliquer ça dans 2 secondes, mais il faut faire très attention, les valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent. Dans ce cas-ci, vous êtes en diastole, puis il y a des ventricules qui sont ouvertes, ce qui vous mélange complètement. Je vais essayer d'expliquer ça le plus clair possible, parce que c'est vrai qu'au premier abord, ça a l'air complètement paradoxal, ça ne fait pas de sens, mais en fait, il y a un sens logique. On appelle ça le remplissage passif. Donc, ça veut dire, c'est comme un robinet qui coule. Votre lavabo, le robinet coule, mais il n'y a pas de contraction. Ça fait juste comme remplir le lavabo continuellement, sans contraction. Le lavabo, c'est l'oreillette. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, exemple, si je dessine un cœur comme ça, de façon symbolique, j'ai 2 oreillettes, 2 ventricules. Maintenant, je prends le côté droit. Puis là, on sait qu'il y a la veine cave qui va remplir, comme ça, de sang pauvre en oxygène du côté droit. Puis de l'autre côté, j'ai les veines pulmonaires qui vont remplir le côté gauche, en même logique. Mais si je prends le côté droit, exemple, pendant l'étape 5, qui est la fin de la diastole, oreillette, ventricule relâché, la pression dans le ventricule est très faible. Mais ce que ça fait, le remplissage passif, c'est qu'il y a du sang comme ça qui va toujours continuellement remplir l'oreillette. Il n'y a pas de valve entre les veines pulmonaires puis l'oreillette gauche ou la veine cave puis l'oreillette droite. Donc le sang remplit continuellement l'oreillette. Mais les valves, généralement, sont fermées. Donc on a vu tantôt que les valves étaient fermées, les 2 auriculo-ventriculaires ici. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que là, il y a tellement de sang dans l'oreillette que là, la pression devient forte. Et quand je relâche les ventricules, donc la fin de la diastole ventriculaire, la pression dans les ventricules devient plus faible que les oreillettes. Parce que là, il y a un remplissage passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contraction qui favorise le remplissage des ventricules, exemple, ou des oreillettes. Ils sont relaxés, ils sont en diastole, les oreillettes et les ventricules sont relaxes, mais comme c'est une ouverture continuelle entre les veines et les oreillettes, il y a un remplissage qui se fait continuellement pendant les 5 étapes. Et là, bien évidemment, à un moment donné, il y a tellement d'accumulation de sang que la pression est plus forte dans l'oreillette que le ventricule. Et là, ça va forcer l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est ça qui est plus dur à comprendre. Comme les valves sont ouvertes, le sang qui s'accumule ici va commencer à remplir un petit peu le ventricule. Il va être loin d'être plein le ventricule, mais il y a un petit fond qui va s'accumuler par gravité. Donc, comme la pression est plus forte dans l'oreillette que le ventricule, le sang quitte les oreillettes, descend dans les ventricules. Et on dit que c'est un remplissage passif parce que les oreillettes ne sont pas contractées, ça tombe directement comme ça. Et ça s'explique simplement par 2 choses. Premièrement, parce que les ventricules sont complètement relâchés à l'étape 5, ce qui fait que la pression devient très faible dans le ventricule. Et comme il y a toujours un remplissage d'oreillettes qui se fait, à un moment donné, il y a tellement de sang que la pression augmente et elle devient plus importante que la pression ventriculaire, donc le sang va quitter. Puis en plus, j'ai l'effet de gravité, sauf si vous êtes couché, si vous êtes un patient alité, c'est différent, mais si vous êtes debout ou assis, l'effet de gravité qui va favoriser comme ça la chute de sang. Mais c'est passif, donc il n'y a aucune contraction musculaire. Donc, l'étape 5, c'est la plus difficile en ce sens où ça ne fait peut-être pas du sens logique.
quand on ne comprend pas trop. Donc, on fait attention. La fin de la diastole, le cœur est complètement relax, donc oreillette ventricule relâchée. La pression dans le ventricule est faible. Les oreillettes continuent de se remplir, mais là, évidemment, la pression devient plus forte dans l'oreillette que le ventricule, donc ça favorise le passage du sang de l'oreillette vers le ventricule. Ça force l'ouverture des deux valves auriculo-ventriculaires. Les deux sigmoïdes sont fermés, évidemment, mais les deux auriculos rouvrent. Et là, on remplit tranquillement les ventricules, mais les ventricules ne sont pas complètement pleins. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, après, quand l'étape 5 est finie, on retourne en étape 1. C'était quoi l'étape 1? Ceux qui se souviennent, c'était la systole auriculaire. Donc, techniquement, je disais tantôt, quand j'ai commencé, la contraction des deux oreillettes. Pourquoi? Bien, c'est vrai que le remplissage passif a rempli un petit peu le ventricule, mais c'est vraiment l'étape 1 où on va contracter les oreillettes. Ça, c'est pas l'étape 5, hein, c'est l'étape 1. Donc, quand je vais contracter les oreillettes, on va vider complètement, efficacement. C'est comme presser le citron là, pour aller chercher toutes les petites gouttes de sang possibles. Et c'est vraiment l'étape 1 qu'on va remplir complètement les ventricules. Donc, même s'il y a un remplissage passif à la fin de la diastole, l'étape 5, les ventricules ne sont pas complètement remplis. C'est l'étape 1 où on va remplir complètement les ventricules. En résumé, si j'explique tout ce que je viens de dire, les 5 étapes sont très bien illustrées ici. Vous avez les jeux de pression et tout, mais c'est déjà écrit, là, donc ça va. C'est surtout pour regarder comment on fait déplacer le sang, remplir, vider les ventricules ou oreillettes. Et je vous encourage fortement à aller sur la plateforme. Il y a une très belle animation où on voit très bien le déplacement sanguin aux différentes étapes. Puis si je me souviens bien, on peut même les ajuster pour arrêter, avancer le temps comme une vidéo pour voir vraiment ce qui se passe. Vous contrôlez les événements. C'est beaucoup plus facile à comprendre quand vous regardez cette animation-là. Donc, je vous encourage. Étape 1, systole auriculaire, rapidement, on contracte les oreillettes. La pression devient plus forte ici. Donc, on vide complètement les deux oreillettes. Les ventricules se remplissent. Évidemment, les deux valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes. Étape 2 et 3 vont un petit peu ensemble. Le début de la systole auriculaire, on relâche donc les oreillettes. On commence à contracter les deux ventricules. C'est insuffisant parce que la pression n'est pas encore assez forte dans les ventricules pour expulser le sang. Ça commence, mais c'est insuffisant. Les 4 valves sont fermées, il n'y a pas de déplacement sanguin. Quand je termine la systole ventriculaire, là, la pression est tellement plus forte dans les ventricules que les artères. Ça force l'ouverture des deux valves sigmoïdes. Les valves auriculo-ventriculaires sont fermées. Le sang est expulsé dans les deux artères, l'aorte ou le tronc pulmonaire. C'est ce qu'on appelait le volume systolique. Donc, la quantité de sang qui va être expulsée. Donc, ça permet de vider. Là, on ne le voit pas sur le dessin ici, mais imaginez-vous qu'on vide pas complètement, mais de façon très efficace le volume sanguin ici. Il va me rester juste un petit fond dans le fond des ventricules, mais la majeure partie est expulsée. Les oreillettes sont toujours vides, mais ce qu'on peut imaginer, en fait, pour aider à comprendre, ici, c'est une ouverture, là, les veines puis la valve. Fait on continue par gravité à remplir un petit peu de sang, mais c'est négligeable. Okay? Donc, ils ne sont pas complètement vidés dans la vraie vie. Maintenant, les deux dernières étapes, c'est la diastole ventriculaire. Donc, les oreillettes, les ventricules se relâchent. Donc, dans ce cas-ci, le début de la diastole, qu'est-ce qu'on fait? Bien, les 4 valves sont fermées. On voit que le sang continue à s'accumuler dans les deux oreillettes, commence à se remplir. On continue ce que j'ai dessiné à l'étape précédente, mais c'est passif. Il n'y a pas vraiment rien qui se passe encore. Il n'y a pas de contraction, tout est relâché. Puis il y a un petit restant de sang comme ça dans le ventricule. Donc on commence à diminuer la pression ici, mais la pression dans l'oreillette n'est pas encore assez forte pour forcer l'ouverture. Donc l'étape 4, les 4 valves sont fermées. Les pressions ne sont pas assez différentes pour permettre le déplacement de sang. C'est donc le sang reste coincé dans leur endroit respectif. C'est la deuxième fois que ça arrive. C'est vraiment l'étape 5 où il se passe quelque chose. On est toujours en diastole, mais c'est la fin de la diastole. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien là, la pression devient plus forte dans l'oreillette ici. Pourquoi? Parce que là, le ventricule est complètement relax, donc la pression devient très très faible. Et c'est là que ça va forcer l'ouverture. Comme la pression est plus forte ici dans l'oreillette droite ou gauche, la même chose, ça force l'ouverture des deux valves auriculo-ventriculaires et on remplit de façon passive, c'est un remplissage passif, les deux ventricules. Donc, il faut faire attention, les oreillettes ne sont pas contractées, on est relax. Mais on commence un certain remplissage des ventricules. Mais regardez avec l'étape 1, le ventricule est plein alors qu'ici, il est à moitié plein. Donc, le remplissage passif qui se passe à la fin de la diastole de l'étape 5
n'est pas assez efficace pour remplir complètement le ventricule. C'est pour ça que j'ai besoin de l'étape 1. Mais ça commence à remplir, mettons, un quart ou la moitié à peu près des ventricules. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, quand je repars la contraction auriculaire, la systole auriculaire, ben là, je comprime complètement les oreilles pour les vider complètement. Et en les vidant complètement, c'est là que je vais avoir un ventricule très plein. Et là, je vais expulser éventuellement la quantité maximale de sang. Donc, c'est exactement ce qu'on a dit sur chacune des diapos. Je vous demande vraiment de maîtriser les 5 diapos que je vous ai présentés. Comme je disais, sont extrêmement importantes pour l'examen. Mais quand vous les maîtrisez, bien, revisez un petit peu avec cette figure-là ou l'animation. Ça va vous permettre de bien cristalliser tout ça. Fréquence cardiaque, chez l'être humain, on dit que c'est entre 72 et 75 battements minutes dans votre livre. Faites attention, ça va varier grandement. C'est une idée. Moi, je dirais 60-80 parce qu'une femme ou un homme, il va y avoir des différences. Un petit bébé ou un adulte a une différence. Vous êtes très en forme, un athlète. Il y a des gens qui ont des fréquences cardiaques normales de 50. Donc, il n'est pas en bradycardie. Hein? La fréquence est normale. Par contre, si moi je tombe à 50, je ne suis pas un athlète, bien évidemment, là, ça pourrait être symptôme d'un problème. Donc, il faut faire attention à ces chiffres-là. Vous avez une idée. Mais il faut évidemment bien évaluer l'historique du patient et son dossier médical avant de conclure. Mais généralement, 70-75, c'est une moyenne. 60-80, mettons, là, si on va être plus large. La durée du cycle cardiaque, je ne vous demande pas de retenir les chiffres, mais chez une personne en santé, une systole auriculaire, quand je disais des fractions de seconde, c'est 0,1 seconde, 0,3, 0,4 pour la diastole, puis on repart. Si c'est plus long ou plus court, ces durées-là, qu'on peut évaluer sur un ECG, exemple, bien, ça peut être témoigner de certains problèmes cardiaques. Donc, normalement, étonnamment, chez la plupart des humains en santé, ce cycle-là a une durée très similaire. En fait, il y a juste la phase de relaxation qui peut se raccourcir ou être à 0,4 ou être à 0,3, 0,2, mais la systole auriculaire ventriculaire n'est pas ajustable. Donc, si vous faites un sport et la fréquence de contraction augmente, votre fréquence cardiaque passe, par exemple, à 100, 110, vous pensez tout le temps qu'on va faire plus ça va durer moins longtemps. C'est pas vrai. La durée ne peut pas bouger ici. La seule que je peux ajuster, c'est la relaxation. Donc, la diastole, au lieu de durer très, très, très longtemps, on va durer moins longtemps, puis on va repartir immédiatement un cycle de 5 étapes de contraction. C'est juste ça qu'on ajuste. Donc, que tu sois en train de dormir, au repos ou en plein milieu d'un sport, ta systole va toujours être de 0,1 seconde. Il y a juste la diastole, donc l'étape 4 et 5 que je peux ajuster. Donc, oui, voilà, ça conclut les phases du cycle cardiaque.